sur la diapositive de titre, juste 3 petites photos qui pour moi sont assez emblématiques par rapport à la COP21. En fait, j'ai commencé à m'intéresser au sujet gaz à effet de serre, carbone, changement climatique, etc. Quand je faisais mes études début des années 2000. J'assistais à des conférences, je faisais... Enfin voilà, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et en travaillant chez CETEC, j'ai eu l'occasion d'aller au Bourget à la COP21. Et donc cette première photo, c'est en arrivant sur place devant la zone bleue où se jouent les négociations, où vous avez tous les drapeaux de tous les pays, vous avez des gens de tous les horizons, de toutes les nationalités qui passent, des moines, des gens en costume, enfin voilà, plein de tout un monde quoi, qui est présent. Et c'est vraiment... Enfin, du coup, voilà, pour moi, de m'être retrouvée là, c'était assez fort. La deuxième photo, c'est bon, le contexte est un peu plus triste, c'est que la COP21 a eu lieu à partir de fin novembre, quelques jours après les attentats du 13 novembre. Et il devait y avoir normalement une grande marche organisée pour le climat par les ONG, la société civile, qui, avec la procédure d'état d'urgence, a été annulée. Et cette marche a été remplacée par une manifestation symbolique où tout le monde a déposé ses chaussures, ses souliers sur la place de la République. On a notamment vu les chaussures de Marion Cotillard, François, de Ban Ki-moon, enfin voilà. Et puis troisième photo, juste c'était à l'intérieur de la COP 21 de la zone du pavillon des solutions. Alors la présentation, elle est en 3 grandes parties. Les 2 premières parties, ce sera assez rapide. C'est voilà, de vous donner quelques définitions préalables, un peu des éléments de contexte pour comprendre de quoi on parle. Une deuxième partie, plus sur quelques enseignements généraux de la COP21. Et puis la troisième partie, plus vraiment sur les enseignements pour CETEC et puis voilà, dans l'exercice de nos métiers, comment on peut le ressentir. Je vous préviens tout de suite, hein, je ne suis pas Nicolas Hulot, Al Gore ou quoi, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout l'objet de ma conférence, mais j'essaie juste de retranscrire un petit peu, de façon un petit peu structurée, toutes ces choses dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors sur les quelques éléments de contexte et de définition préalable, en fait, un petit historique. En 1988 a été créé le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ils ont publié un premier rapport en 1990. 2 ans après, sommet de la Terre à Rio, la maison brûle, nous regardons ailleurs, je crois que c'était ça les termes. On ouvre à la signature la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est un texte qui aujourd'hui compte 195 parties. Et ces parties, c'est ce nom de partie, c'est celui qu'on retrouve dans ce qu'on appelle la COP, c'est la conférence des parties, c'est-à-dire l'occasion à laquelle les parties signataires de la Convention cadre des changements climatiques se réunissent. Donc ces parties se réunissent pour la première fois à Berlin en 1995 et on débute les négociations pour renforcer les actions à prendre pour lutter contre les changements climatiques. Assez rapidement, en 1997, à Kyoto, au Japon, on adopte le protocole de Kyoto, qui notamment met en place les mécanismes de développement propre et un mécanisme financier pour lutter contre les changements climatiques. Donc, adopté en 1997, il entre en vigueur en 2005, en février 2005. Parce qu'en fait, et comme on va le voir là, pareil pour l'accord de Paris, entre le moment où le texte est adopté et le moment où il entre effectivement en vigueur, se joue tout un tas d'étapes qui sont nécessaires avant que le protocole puisse effectivement rentrer en jeu, en œuvre. Ce protocole de Kyoto définissait une première période de contrainte sur 2008-2012. En
2000, bon, il s'est passé un certain nombre d'années. En 2009, Copenhague, fameuse conférence qui a été vécue comme un échec. On rattrape les choses tant bien que mal en 2012 à Doha, où on prolonge de justesse le protocole de Kyoto jusqu'en 2020. Et là, se met en place toute une mise en marche et une volonté de travailler sur l'après 2020. Et en 2015, l'objectif vraiment en 2015 à Paris de la COP21, c'était de parvenir à signer un accord universel qui jetterait les bases du prochain régime climatique pour le post-2020, donc après 2020. Après Kyoto, qu'est-ce qui va se passer ? Vu qu'on n'est pas très nombreux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, à me les demander sur le coup. Donc cet accord, dans ses grandes lignes, qu'est-ce qu'il contient ? Le grand objectif qui est de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel qu'on avait en gros au début du 19e siècle, et poursuivre l'action pour limiter l'élévation à 1,5 degré. Principe aussi, met en place ce principe des contributions déterminées au niveau national, c'est-à-dire qu'en préparation de la COP 21 et puis pendant la COP et même encore maintenant depuis, il y a encore des partis qui communiquent les actions qu'elles comptent mettre en place et les objectifs qu'elles se fixent en termes de réduction de gaz à effet de serre. Donc c'est ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. L'accord de Paris aussi, la signature de l'accord de Paris a permis d'augmenter les ressources financières mises à disposition par les pays développés pour les pays émergents en voie de développement à 100 milliards par an jusqu'en 2025. Et puis à partir de 2025, ce montant sera réestimé. On sent aussi, peut-être par rapport aux premières générations de textes, une vraie montée en puissance de la question de l'adaptation au changement climatique. Et puis aussi des notions qui sont très fortes dans le texte, qui reviennent beaucoup sur la transparence. Alors, vous ne voyez pas, mais c'était transfert de technologie, développement à faible émission, transition vers une économie bas carbone, renforcement des capacités, enfin voilà, tout un tas de termes comme ça qui ont un poids très fort dans le texte. Juste par rapport aux contributions, donc les différentes contributions nationales là, qu'ont fait passer les différentes parties. Pour l'instant, on s'est fixé un objectif de 2 degrés. On se rend compte qu'a priori, pour l'instant, les contributions qui sont déterminées au niveau national sont pas tout à fait assez ambitieuses pour réussir à parvenir à ces 2 degrés. Donc voilà, il y a encore du travail. Mais bon, on est sur le bon chemin. Quelques exemples de contributions pays. En fait, j'ai choisi des pays emblématiques, déjà un peu pour CETEC, mais aussi emblématiques sur cette scène là, des émissions internationales. On a différents types de contributions. On a des contributions en émissions brutes qui fixent des objectifs à 2025-2030 par rapport à 90. 90, c'était l'année de référence qu'on avait dans Kyoto déjà. Donc par exemple, Monaco, moins 50% d'émissions entre 90 et 2030. L'Union européenne, moins 40%. La Russie, 25 à 30%. Après, on a des pays qui soit ont été un petit peu réfractaires par rapport à Kyoto, ou des pays émergents qui, eux, se fixent plutôt des objectifs à partir de 2005. Donc c'est le cas, par exemple, des États-Unis, entre 26 et 28%, le Brésil, 37%, le Canada, 30%. Et puis, on a les pays, par exemple, comme la Chine et l'Inde, où là, on ne fixe pas d'objectifs en termes de réduction brute d'émissions, mais on se fixe des objectifs en termes de réduction de l'intensité carbone
c'est-à-dire en gros le poids carbone d'une unité de PIB. C'est-à-dire que pour la même production, production intérieure brute, on émet moins de carbone. Voilà. Donc c'est le cas par exemple de la Chine et de l'Inde. Pour comprendre un peu mieux ça, là c'est deux graphiques qui illustrent l'évolution des émissions. Donc là vous avez en haut les émissions brutes. On part de la base 90. Donc on voit qu'effectivement on a globalement une tendance au mieux à la stabilité et au pire à une explosion. Et en fait, quand on ramène par rapport au PIB, qu'on parle d'intensité carbone, et ben, quand on prend notamment le cas de la Chine, on voit que depuis les années 80, en fait, la Chine a fortement diminué déjà son intensité carbone. Et là, par rapport aux objectifs qu'elle s'est donnés, doit encore continuer à le faire. Si on revient, si on se remémore là, enfin, faut se rendre compte que 30 ou 40% par rapport à 90, il faut quand même qu'on infléchisse un peu la tendance, quoi. On n'y est pas encore. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant depuis donc le 22 avril, en gros pendant un an jusqu'en 2017, la signature de l'accord est possible au siège des Nations Unies. En fait, le 22 avril 2016, c'était le jour de la Terre. Et ce jour-là, il y a déjà 175 pays qui ont signé l'accord. On n'avait jamais vu autant de pays signer d'un seul coup ce type de texte. Et ensuite, chaque pays devra déposer son instrument de ratification, c'est-à-dire la preuve qu'elle va prendre... Alors, je ne suis pas juriste, mais en gros, voilà, la preuve qu'elle prend en considération ses objectifs dans sa réglementation nationale. Par exemple, en France, c'est tout récent, là, l'adoption, c'était le 8 juin, l'adoption définitive par le Sénat du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de Paris. Donc, en gros, là, en France, c'est bon. Et justement, il y avait tout un débat, un stratagème sur comment faire pour avoir un texte qu'on n'est pas forcément obligé de faire passer par le Parlement, notamment pour les États-Unis, où sinon, ils risquaient de se heurter à un refus de ratification. L'accord entrera en vigueur quand 55 pays représentant au moins 55% des émissions l'auront ratifié. Alors, vous ne les voyez pas très bien, j'avais mis quelques photos de ce jour-là, du 22 avril aux Nations Unies, avec Leonardo DiCaprio, qui avait déjà l'Oscar du meilleur acteur. Alors maintenant, il a l'Oscar du meilleur discours. Vous avez John Kerry qui a signé l'accord de Paris avec sa petite fille sur les genoux. Enfin, voilà, c'est très toute une mise en scène par rapport à ça. Après, vous avez la Chine, le Canada, l'Afrique du Sud, et bon, ben, on le voit pas, mais derrière aussi, c'était la signature de François Hollande qui a signé en premier. Alors, en termes d'enseignements généraux, alors la problématique n'est pas évidente à résumer en quelques diapos, alors j'ai fait une tentative. Déjà, en fait, ce qui, moi, personnellement, m'a marqué, c'est le nombre d'initiatives assez incroyables qui se sont passées en amont et en parallèle de la COP21. En fait, dès le début un an avant, quand on savait que la France allait prendre la présidence de la COP21, l'objectif, vraiment, le message politique, c'était de dire on veut faire une conférence qui soit une conférence des solutions et pas une conférence des contraintes. Voilà. Donc, et c'est vraiment dans cette optique-là que se sont fait les choses, notamment à Lima. La COP20, c'était à Lima, au Pérou. Il a été décidé de créer sous la houlette donc des ministères péruviens et français et du secrétaire général des Nations Unies, un plan d'action Lima-Paris qui a été donc initié en septembre 2014. Et l'objectif qui est
inédit pour ce type de démarche, c'est de rendre visible et d'intégrer aux discussions internationales des engagements et des actions de la société civile. On ouvre le champ et les débats aussi à la société civile et pas que aux institutions gouvernementales. Donc c'est une évolution quand même assez importante. Et donc du coup, tout au long de l'année 2015, il y a eu plein d'engagements qui ont été pris et tout ça a été présenté lors de la COP21. On a eu aussi des événements préparatoires ou simultanés à la COP21 assez importants qui ont rameuté beaucoup de monde. Il y a eu la MEDCOP 21 à Marseille en juin 2015 qui était vraiment centrée sur les pays méditerranéens. Il y a une grande consultation internationale avec une méthode danoise que je n'ai pas encore très bien compris le principe, mais qui permet de prendre en compte des contributions simultanées d'un très grand nombre de personnes en même temps. En juin 2015, il y a eu un grand sommet à Lyon, climat et territoire, en juillet. Pendant la COP21, il y a eu aussi eu un sommet des élus locaux pour le climat. Et il y avait le maire de Rio de Janeiro, de Londres, de tout plein de grandes villes. Donc, voilà, beaucoup d'initiatives en parallèle. Et quelques exemples pris au fil de l'eau et puis un petit peu en rapport avec nos métiers. Par exemple, pour Hydratec notamment, le pacte international de Paris pour l'eau et l'adaptation dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères. L'idée, c'est de permettre de développer des outils qui permettent de mieux prendre en compte et quantifier les impacts des changements climatiques sur les cours d'eau et les lacs aquifères. Ça s'adresse notamment surtout aux comités de bassin. En termes d'énergie renouvelable, là où ça peut toucher plusieurs sociétés chez nous, une grande initiative pour l'énergie renouvelable en Afrique, avec le développement de 300 gigawatts d'ici 2030 sur le continent. Il y a déjà eu 10 milliards de dollars promis par certains pays du G7, par la Commission européenne et par la Suède. Plus localement, à Paris, une grande charte Paris Action Climat qui est signée par 31 entreprises. On retrouve des entreprises du bâtiment, de l'hôtellerie, de l'énergie, assez variées. Il y a eu, alors sur la filière béton, j'ai réussi à trouver quelque chose. Il y a eu une contribution qui s'appelle 21 paroles d'experts qui concerne des engagements intéressants en termes de climat pour cette filière-là. Et puis aussi, ça finalement, on s'est bien rattrapé, entre guillemets, parce qu'au début, les océans étaient un petit peu oubliés de toutes ces négociations internationales et de ce sujet du changement climatique. Et l'UNESCO a lancé en 2015 la plateforme Océan et Climat, qui regroupe un certain nombre de pays et qui a permis vraiment de faire progresser la prise en compte de ce puits important de carbone et qui joue un rôle assez majeur dans les mécanismes du climat à l'échelle planétaire. En France, surtout, c'était avant la COP21, mais je pense que le fait que la France accueillait la COP21 a permis de booster un petit peu les engagements sur ces sujets. Mais l'année 2015 a été marquée par l'adoption de la loi Transition énergétique et croissance verte, qui a été publiée en août. Il y a déjà plusieurs décrets d'application qui ont été pris. Il y en a d'autres qui sont encore en attente. Cette loi fixe des objectifs assez ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'énergie. 40% de moins d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 90, 30% de consommation d'énergie fossile en moins par rapport à 2012, une part d'énergie renouvelable qui passerait à 32% de la consommation d'énergie finale, 40% de la production d'électricité. Diminuer la consommation d'énergie finale de 20% et baisser la part du nucléaire à 50% à l'horizon 2025. Cette loi, elle est assez structurante parce qu'elle va toucher beaucoup de secteurs d'activité,
notamment l'énergie, le bâtiment, les travaux, le BTP, les secteurs des déchets, réseaux de chaleur, etc. Donc c'est un texte assez important sur ces sujets. Voilà. Donc si maintenant on zoome un peu plus par rapport aux activités qu'on a chez nous, chez CETEC. Donc pour préparer cette partie-là, je vous préviens qu'elle ne vise pas du tout à être exhaustive, parce que c'est difficile de résumer en quelques diapos toutes les activités, tous les projets possibles, imaginables qui concernent ces sujets-là. Et pour préparer ça, j'ai fait quelques entretiens préalables avec certains collaborateurs du groupe, et je vais essayer de les synthétiser du mieux que je peux. En fait, pour cette partie, je vais la présenter en 2 temps. Il y a d'abord ce qu'on fait en interne au quotidien dans les bureaux, qu'on soit ingénieur, assistante, métier support, c'est des choses qui nous touchent tous, quels que soient nos métiers. Et puis après, dans un deuxième temps, je parlerai plus d'applications concrètes et de projets concrets sur lesquels on a été amené à travailler. Alors, en interne, déjà, en fait, il y a un certain nombre d'initiatives et de démarches qui sont prises pour réduire l'impact environnemental dans notre utilisation des bâtiments. On a ce bâtiment ici à Centrale Seine, on a aussi un bâtiment assez important à Lyon, le bâtiment Cristallin. Donc dans ces bâtiments, on a une consommation, un suivi mensuel et assez précis et sur plein de dimensions. Il ne s'agit pas juste de suivre les factures d'EDF. Un suivi mensuel des consommations énergétiques qui est fait par CETEC Smart Efficiency. On a une gestion des déchets avec la tenue d'un registre assez poussé. Et puis, on a obtenu récemment, c'était en avril, la certification HQE utilisateur dans sa version 2 pour Centrale Seine. Alors, si j'ai bien compris, c'est pareil, je ne suis pas une spécialiste, mais si j'ai bien compris, la certification HQE utilisateur, c'est loin d'être évident à avoir. Autant la certification HQE au moment de la construction, finalement, il suffit de respecter le référentiel, etc. C'est moins compliqué. Par contre, dans l'utilisation après quotidienne du bâtiment, c'est moins évident. Ces éléments sont disponibles, notamment l'attestation HQE, est disponible dans GDoc, dans la rubrique document type CETEC. Il y a un fichier qui s'appelle PAC-RSE, un zip qui contient notamment ces éléments-là, qui contient aussi des éléments sur le bilan carbone que je vais vous présenter après. Donc, autre élément important, démarche importante qu'on mène par rapport au sujet énergie-climat chez CETEC, c'est le bilan carbone. Alors, le bilan carbone, c'est une démarche qui est menée depuis 2010 avec des mises à jour tous les 2 ans. Donc là, aujourd'hui, on dispose de 3 bilans, 2010, 2012, 2014. L'intérêt de cet outil, c'est qu'en fait, ça permet de fournir un indicateur simple, entre guillemets, c'est-à-dire simple au sens, c'est la tonne équivalent carbone. C'est parlant, enfin à peu près, et ça permet de regrouper sous une même quantité des postes d'émission très différents. C'est un indicateur fidèle, comme je le disais, ça fait déjà 3 fois qu'on le met à jour, et commun à toutes les entités du groupe, c'est-à-dire qu'il est calculé selon les mêmes règles, quelles que soient les entités. Donc, c'est un outil intéressant pour communiquer sur notre démarche environnementale. En 2014, je ne vais pas vous commenter de façon détaillée les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un nombre de collaborateurs qui a augmenté depuis 2010. On a un périmètre d'émission, par contre, qui est relativement stable en termes physiques, en termes de nombre de sites, de nombre de chantiers, de nombre de véhicules.
Et le bilan carbone va nous permettre de calculer les émissions de gaz à effet de serre liées à différents types d'activités qu'on peut être amené à faire, nos déplacements professionnels, les achats de fournitures, de services qu'on est amené à faire pour exercer notre métier, les déplacements domicile-travail, les investissements ou immobilisations, c'est-à-dire le bâtiment, le bureau, le PC, l'imprimante, enfin tous ces investissements qu'on fait pour du matériel qui nous dure plusieurs années. Et puis bien sûr les émissions liées à la consommation d'énergie pour la chaleur et la climatisation. Les résultats en 2014 montrent qu'on confirme toujours la tendance de diminution des émissions unitaires, c'est-à-dire que ramené à un salarié, on émet de moins en moins de dioxyde de carbone, enfin de gaz à effet de serre. Donc c'est, quand je disais tout à l'heure, voilà, notre intensité carbone diminue, mais comme je vous ai dit auparavant, le nombre d'ETP augmente. Donc finalement, en émissions totales, on continue un petit peu à augmenter, mais c'est quand même contenu. Par rapport à d'autres bilans que j'ai pu consulter, que j'ai pu regarder dans des secteurs équivalents, le point qui est vraiment remarquable chez CETEC, c'est la très forte utilisation des transports en commun et des modes doux pour les déplacements domicile-travail. Et ce qui s'explique notamment grâce au fait qu'en fait quasiment tous nos sites sont à proximité de gares ou de gares, oui évidemment. Notamment, par exemple, pour les déplacements professionnels, on fait quasiment 50% des kilomètres en train, ce qui est quand même assez notable. Et puis, concernant plus particulièrement l'énergie, on a des émissions qui montrent une tendance constante à la diminution. Donc, voilà, les efforts de suivi dont j'ai parlé tout à l'heure, de contrôle de ce poste-là, se constatent dans les résultats quand on fait le bilan carbone. Voilà. Au global, les gros postes d'émission chez nous, c'est les déplacements professionnels. On se déplace énormément chez CETEC. Les achats de fournitures de services et dans une moindre mesure les déplacements domicile-travail, les immobilisations. Finalement, la consommation d'énergie, c'est assez minoritaire dans le bilan total. Donc voilà pour les démarches en interne pour notre activité quotidienne. Et maintenant, on va balayer ensemble quelques expériences dans différentes entités. Donc, comme je disais, ce n'est pas exhaustif. Si vous avez d'autres idées ou expériences que vous souhaitez partager, n'hésitez pas. On a essayé de parcourir, par contre, tous les secteurs possibles d'intervention, c'est-à-dire les questions d'atténuation. Je diminue mes émissions de gaz à effet de serre. Les questions d'adaptation, les changements climatiques sont là, je m'y adapte. Et la capture de CO2, c'est-à-dire on émet du CO2, on essaye de le capter pour diminuer ces concentrations dans l'atmosphère. Donc, alors, chez CETEC International, l'entretien était intéressant parce qu'en fait, il montrait que finalement, la COP21, pour l'instant, il ne ressentait pas vraiment d'effet direct. Mais par contre, il constatait vraiment une montée en puissance des sujets énergie-climat, en gros, qu'il identifiait depuis à peu près 2011. Avec notamment un moteur qui a été la démarche route durable mise en œuvre par le département du Nord, qui depuis est devenu HQE Infrastructure. Donc c'est des sujets sur lesquels CETEC International intervient. Et du coup, ils ont plusieurs expériences de développement d'outils, de démarche développement durable sur des projets routiers, des projets ferroviaires, Valenciennes, le plan Rail Auvergne, Donge, la 16. Ils ont même développé en interne un outil bilan carbone infrastructure. Aujourd'hui, plus récemment, et en lien notamment avec deux projets assez importants, la LNPN, c'est ligne Nord Paris-Normandie, je crois, ferroviaire, et le projet CSNE, Canal Seine-Nord Europe fluviale, c'est la notion d'éco-conception, c'est-à-dire mener des réflexions qui permettent
de limiter, d'identifier en amont les éléments les plus impactants et de les limiter avant la construction effective du projet. Alors notamment sur CSNE, ils sont en train, là, ils ont une stagiaire qui travaille sur le développement d'un outil en appui de la démarche d'éco-conception sur ce canal. Cet outil, l'idée, c'est de comparer sur le plan environnemental différentes solutions pour des postes d'émission vraiment très précis. Les écluses, les revêtements, enfin les solutions mises en place pour l'étanchéité, les ponts, etc. Donc pour des postes d'émission vraiment précis, on compare ainsi plusieurs solutions. Il fallait faire un choix dans les indicateurs à prendre en compte. On ne pouvait pas tout prendre en compte. Ceux qui ont été retenus, c'est sur l'aspect ressources, l'énergie, l'eau, la production de déchets, et sur les impacts, l'épuisement des ressources et le changement climatique. Donc voilà déjà un premier exemple. Ça marche plus. Hop. Là, voilà. Chez CETEC Bâtiment, on a échangé sur une expérience assez intéressante menée récemment à Champs-sur-Marne dans le cadre d'un projet de construction sur l'îlot Descartes. L'idée, voilà, vraiment d'un démonstrateur de la ville durable. C'est un projet qui doit permettre la construction en tout de 22 000 m² de logements étudiants, bureaux, commerces, parking. Et l'aménageur, comme le constructeur, l'aménageur c'était le PA-Marne, le constructeur c'était Vinci Construction, était vraiment demandeur d'innovation et de solutions qui permettent de limiter l'impact environnemental et l'impact carbone du projet. Alors finalement, après beaucoup de différentes études, on retrouve des choses assez classiques entre guillemets, c'est-à-dire un îlot BPOS, c'est-à-dire énergie positive. Ça veut dire que les bâtiments consomment moins d'énergie que ce qu'ils en produisent. La construction d'une tour de 10 étages en bois, en ossature bois, ça c'est quelque chose qui pour l'instant ne s'est jamais fait. Autre élément intéressant, c'est en fait selon les usages finaux des bâtiments, ils n'auront forcément pas le même profil de consommation d'énergie, le même impact en termes de consommation d'énergie et d'environnement. Et l'idée, c'est de concevoir des bureaux qui peuvent évoluer soit de bureaux vers des logements, soit de logements vers des bureaux. Alors du coup, moi j'ai appris qu'en fait les bureaux, on prévoit plutôt des hauteurs sous plafond de plus de 3 mètres, 3,3 mètres. Les logements, on est plutôt sur 2,50 mètres aujourd'hui. Donc là, du coup, on est arrivé à proposer des bâtiments avec une hauteur intermédiaire entre les deux et qui permettent de passer de l'un à l'autre en fonction de l'évolution de la démographie, de l'activité, etc. Et ce qui évite de se retrouver avec des bâtiments inoccupés qui ne pouvant pas évoluer, se retrouvent vides d'occupation. Et le dernier point sur lequel aussi le projet est assez innovant, c'est la question énergétique, avec le développement d'un smart grid, on entend beaucoup parler de ça, sur l'énergie, en fait sur les usages d'eau chaude, de froid, de chauffage, vraiment essayer de créer un système intelligent, un espèce de mini-réseau qui favorise la mutualisation entre les différents bâtiments, entre les différents îlots. Par exemple, sur cette zone se trouve un laboratoire qui utilise beaucoup de froid et qui actuellement, du coup, son excès de chaleur, il est perdu parce qu'ils n'en ont pas l'utilité. Donc, il y a des aéro-réfrigérants en toiture et la chaleur est dispersée pour les petits oiseaux. Et donc là, il y a vraiment une réflexion pour optimiser ça, récupérer cette chaleur et pouvoir la valoriser dans les bâtiments où il y a du besoin en chaleur. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi l'usage de photovoltaïque, de géothermie, etc. Enfin, il y a tout un tas de solutions assez intéressantes qui ont été proposées.
Autre domaine d'intervention, où là on va plutôt être dans le domaine de CETEC TPI, enfin de CETEC TPI et du LERM, c'est la réduction de l'impact environnemental des ouvrages d'art. En fait, au LERM, récemment, une étude a été faite sur la valorisation des matériaux d'excavation. En gros, les matériaux d'excavation, selon leurs propriétés, selon l'endroit où se font les chantiers et leurs propriétés, on ne pourra pas les utiliser pour les mêmes débouchés. Donc l'idée, c'était de faire un inventaire des débouchés possibles en fonction de leur propriété, de leur composition. L'idée étant d'essayer de trouver autre chose que la mise en décharge, qui parfois est problématique, et enfin, voilà, avec tous les problèmes que ça peut créer. Et avec notamment 2 projets avec vraiment une obligation d'exemplarité en ce moment, c'est le Grand Paris et le CSNE, où voilà, il y a eu des réflexions sur ces sujets. Autre information intéressante, c'est la participation au groupe de travail Diogène. Ce groupe de travail, en fait, propose des fiches équivalentes aux FDS, les fameuses FDS, les fiches de données de sécurité qu'on utilise pour les bâtiments. Et ben, c'est de proposer l'équivalent pour les ouvrages d'art, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Enfin, maintenant, ça existe grâce à Diogène. Et puis, une petite expérience pilote sur le contournement Nîmes-Montpellier. On est sur du ferroviaire, avec la réalisation d'un passage cycliste avec 25% de granulats recyclés dans le béton. Dans la structure, c'est des choses qui sont encore rares, et donc c'était intéressant à noter. Alors, on passe ensuite à CETEC In Vivo. CETEC In Vivo, ça rejoint le groupe CETEC assez récemment. C'est une société qui est spécialisée sur l'écologie marine. Il y avait 2 champs d'intervention qui sont intéressants chez eux. C'est leur intervention sur les énergies marines, l'éolien, enfin voilà, notamment l'éolien en mer, où ils accompagnent des projets de parc sur le volet environnemental. L'éolien en mer, c'est une solution intéressante sur le point de vue carbone pour produire de l'électricité. Donc leur intervention va porter, depuis les études préalables, il y a un très gros suivi préalable à faire pour déterminer l'état initial de l'environnement au droit du site où se retrouvera le projet. Ils font des études sur les sédiments, sur les populations biologiques, de poissons, etc., des études sur les courants, enfin voilà, tout un diagnostic complet du site. Ils peuvent aussi faire les études réglementaires. Ils ont fait des dossiers réglementaires sur des gros projets, notamment dans la Manche. Et puis, le suivi après la mise en exploitation. Donc, pareil, ces projets, donc, ils n'existent pas encore, mais s'ils voient le jour, ils seront soumis à un suivi assez important pendant plusieurs années en termes d'impact et dans l'océan, mais aussi sur les populations, notamment aviphones, d'oiseaux, après leur mise en service. Donc là, on a 2 exemples de types de prélèvements qui peuvent être faits. C'est ce qu'ils appellent le prélèvement de sédiments à la benne, c'est-à-dire qui vont attraper dans le fond des sédiments et analyser leur contenu. Et puis des pêches, alors on voit pas très bien, mais c'est les 2 photos de droite. Des pêches où en fait ils vont attraper toutes les espèces qui existent dans la zone et regarder notamment les espèces qui peuvent se vendre et qui ont un débouché commercial, pour voir si le projet pourrait impacter notamment les pêcheurs. Il y a beaucoup de problématiques avec les pêcheurs. Si on passe plutôt sur la notion d'adaptation au changement climatique, il y a une problématique assez forte en lien avec le changement climatique, c'est la montée des eaux. On constate vraiment une montée des eaux régulière depuis plusieurs dizaines d'années. Du coup, et ça pose la question de l'érosion côtière.
Aujourd'hui, les niveaux de submersion à prendre en compte pour les ouvrages qui veillent à protéger les populations de la problématique de la submersion marine, notamment depuis Xynthia, ont beaucoup augmenté. Et en fait, c'est important pour ces ouvrages de se poser la question en amont des phénomènes connexes, parce que sinon on risque de créer des impacts vraiment problématiques. Si on construit par exemple des épis en dur pour casser pour éviter d'avoir des trop grosses vagues et casser la houle, le problème, c'est qu'en fait, on va bloquer le transfert des sédiments. Donc, ils vont rester bloqués dans les épis. Et du coup, tout le littoral qui se retrouve après, finalement, le sable et les sédiments disparaissent petit à petit. Et on observe par exemple, dans ces cas-là, de l'érosion côtière. Du coup, il existe des solutions qui permettent plus douces, qui permettent de à la fois réduire cette problématique de submersion marine, tout en essayant de perturber le moins possible les transferts sédimentaires et le mouvement des sables. Donc voilà, par exemple, c'est typiquement le genre d'études que peut être amené à faire CETEC in vivo avec ce cas d'étude là qu'ils avaient eu sur l'agglomération de Perpignan, la zone, le littoral de Sainte-Marie, je crois que c'était, où voilà, on a vraiment une problématique d'érosion côtière qui pour l'instant est prise en charge par ils amènent tous les ans des tonnes absolument monstrueuses de sable qui remettent, mais c'est qui finit toujours par partir. Donc l'idée, c'était d'imaginer différentes solutions qui permettent de contenir ce phénomène. Hop là, pardon, je ne suis pas très douée de la main gauche. Voilà. Sur Hydratec, alors eux, pour le coup, c'était vraiment une participation active dans le cadre de la COP21. En fait, ils ont été cooptés par l'IGN, l'Institut géographique national, dans le cadre d'IGN FAB, pour développer un projet qui s'appelle le projet Hydra. Hydratec, en fait, fait beaucoup d'outils de modélisation d'hydraulique urbaine, d'hydrologie, d'hydraulique fluviale. Et l'idée, c'est vraiment de développer un outil qui permette de compléter d'utiliser de façon complémentaire ces trois types d'outils et de les intégrer vraiment dans une solution SIG, c'est-à-dire qu'on a tout de suite un rendu des outils qui est inscrit dans un cadre géographique, un territoire, et c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus parlant en termes de résultats. Et ils étaient donc présents au Bourget, à la Galerie des Solutions, pour présenter cette solution. Je ne vais pas vous la commenter en détail parce que j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, vraiment, en tout cas, c'est par rapport à l'intérêt de ce genre d'outils, c'est en termes de rendu. Ça permet d'avoir plutôt que des résultats classiques de modèles, on a tout de suite des choses appliquées, que ce soit de la visualisation d'impact d'inondation, de l'application en temps réel pour mieux prévoir les crues, la gestion des ouvrages ou la gestion de crise. C'est vraiment la notion de permettre tout de suite d'utiliser les résultats du modèle sous une forme vraiment appliquée. Voilà. Et sinon, donc sur le dernier volet, un peu de la notion de capture du CO2, toujours on revient au LERM, déjà dont on avait parlé tout à l'heure. Le stockage, le LERM a été amené à travailler sur le stockage du CO2 en profondeur. Il y a différents grandes multinationales pétrolières qui se posent la question de remplir leurs vieux puits pétroliers en fin de vie par du CO2, d'y stocker du CO2. Et là, l'idée, c'était de mettre au point des bouchons de ciment. En fait, donc on remplir le puits et mettre un bouchon de ciment et étudier en fait le comportement des matériaux et être sûr qu'ils vont résister, parce que finalement, on va avoir
un milieu très acide, à haute température, et donc les matériaux doivent résister à ce type de conditions un peu extrêmes, quoi. Et ça avait été présenté par le LERM dans le cadre d'un congrès de l'Association française du génie civil en 2013 sur encore un thème qui est en lien avec le changement climatique. Le thème, c'était les ouvrages et le changement climatique. Donc voilà, donc ils ont fait tout un tas de tests en laboratoire pour justement étudier le comportement des matériaux avec différentes situations de concentration de CO2, de température, de pression. Et il y a une publication à ce sujet. J'ai presque terminé. Chez nous, donc chez CETEC Environnement, toujours sur la notion de capture. Alors nous, pour le coup, c'était vraiment très lié à la COP21. En fait, on travaille avec le SICTOM. Le SICTOM, c'est l'agence parisienne de traitement des déchets. On travaillait avec eux sur leur traitement des fumées. C'est un projet qui avait commencé fin 2014, quelque chose comme ça. Oui, même avant, début 2014. Et on travaillait sur le traitement des fumées. Et peu à peu est venue l'idée d'améliorer encore ce traitement en essayant d'en capturer le CO2 qui est contenu dans les fumées de l'incinérateur. Et voilà, trouver une solution qui réduise encore plus l'impact de l'incinérateur en termes de CO2. Donc ce projet a vu le jour. C'est un projet de R&D qui s'intitule « Production de bioplastique à partir de carbone capté sur les fumées d'incinération de déchets ménagers ». Et pour ce projet, donc nous, on est coordinateur du projet. Notre client, le financeur, c'est le SICTOM. Et on a des partenaires en provenance de différents instituts de recherche à l'international. L'École polytechnique de Montréal, Armin, qui est un laboratoire des mines de Paris, KTH à Stockholm, l'Université d'Almeria et un centre technique, le SP, en Suède. Donc un projet international intéressant. En fait, l'objectif du projet, c'est de proposer une solution de capture de CO2 à partir de microalgues, donc plutôt une solution biologique. Et ces microalgues pouvant ensuite être valorisées pour produire de la matière à valeur ajoutée, en l'occurrence du plastique. Alors, sur le papier, ça a l'air très simple. On prend... on imagine voilà, la sortie de l'incinérateur de déchets. On prélève des fumées, on prélève des eaux qui peuvent être en provenance soit de la Seine, soit encore mieux des eaux usées. Tous ces effluents sont traités, récupérés et permettent de fournir à nos microalgues des nutriments. Les microalgues grandissent, on les collecte et on les transforme via une polymérisation. On les transforme soit en combustible, soit en matériaux. Et le reste est valorisé sous forme de biocarburants. Ça a l'air très simple, mais en fait, c'est très compliqué. Ça commence tout juste. On aura une thèse qui va commencer là-dessus à partir de début 2017. Et là, on est dans une étape préalable d'identification de souches de microalgues qui pourraient convenir par rapport aux conditions de culture qu'on va leur imposer, parce que voilà, des fumées d'incinérateurs et des effluents d'eau usée de la ville de Saint-Ouen, c'est pas forcément très simple comme milieu pour grandir, quoi. Voilà. Donc voilà, je tiens juste à remercier, je ne vais pas les nommer un par un, mais voilà, toutes les personnes qui ont contribué et qui m'ont aidé à préparer cette présentation.